Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview, l'interview de Rémi Libre, ostéopathe animalier. Je prends la parole un petit peu avant cette interview pour t'expliquer que j'ai décidé de la couper en deux parce qu'elle était un peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire. Et parce que pour moi, il y a 2 temps à cette interview. Alors on parle d'un sujet qui est passionnant, qui est le sujet de la douleur chez le cheval, qui est un sujet hyper important d'après moi, dont on devrait entendre plus parler. Et les 2 temps de cette interview sont d'abord toute une partie qui est plus des définitions, où on définit ce qu'est la douleur, on différencie par exemple la douleur de la souffrance, et on parle de comment les différents métiers définissent la douleur. On parle aussi du rôle de propriétaire selon la loi. Bref, on parle de tout un côté hyper important qui est la définition, le contexte, etc., etc. Dans un deuxième temps, on va parler de manière un peu plus pratico-pratique sur le monde du cheval, la perception de la douleur dans le monde du cheval d'aujourd'hui, et on va aussi décrire les signaux de douleur qui ont été mis en évidence par des scientifiques. J'espère que le programme te tente. Je te laisse maintenant écouter la première partie de l'interview avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour Morgane. Je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Je pense qu'on est parti pour un épisode très intéressant. Oui. Rémi, j'ai l'habitude de présenter mes invités avant qu'on commence. Mhm, Tu pourras bien évidemment compléter cette présentation si je ne dis pas tout. mhm. Rémi, moi je te connais en tant qu'ostéopathe animalier Oui. parce que on s'est connus parce que notamment tu as manipulé mon propre cheval et tu es invité sur ce podcast notamment parce que après avoir manipulé mon cheval, tu es resté un moment certain à discuter avec moi. On était parti dans une grande discussion. Mhm, En fait, à chaque fois, ça se passe comme ça. Et à mhm. chaque fois, ces discussions sont super intéressantes et je trouve qu'il aurait été hyper intéressant d'avoir un micro à ce moment-là pour pouvoir les Mhm, enregistrer. Donc, le podcast d'aujourd'hui, c'est un peu l'occasion d'enregistrer les conversations qu'on peut avoir aux écuries, toi et moi. mhm. Alors, on a préparé tu as préparé toute une présentation sur la douleur chez le cheval. Je pense que Ouais. ça va vraiment intéresser tout le monde et vraiment, ça va apporter de la valeur au monde du cheval. Il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on va découvrir et qui va même peut-être nous faire un peu grincer les dents pendant ce podcast, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Avant de commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter un peu comment t'en es arrivé à travailler avec les chevaux? Alors j'en suis venu de façon très très indirecte parce que à la base moi je suis issu du milieu de l'élevage canin et félin. J'ai fait un bac pro dans ce domaine-là et je devais, on va dire, être destiné à faire maître chien dans la douane et j'ai pas réussi les concours et donc après je me suis retrouvé dans le tumulte de la vie où j'étais un peu perdu et je me suis dit: «Ah tiens, ben, l'ostéopathie animale, pourquoi pas?» J'ai toujours été intéressé sur, comprendre le sens, des choses et toute cette complexité autour d'un seul domaine et je crois que l'ostéopathie, à ce moment-là, répondait bien à cette demande. Donc je suis parti en études d'ostéopathie animale et c'est là où j'ai appris à mieux découvrir les chevaux et ce qui est assez intéressant aussi par introspection comme ça, c'est tout au on va dire au filon de mon éducation et mon évolution de vie, il y a toujours eu
bon, même si j'étais pas, très, très, on va dire passionné des chevaux, mais il y a toujours eu des chevaux autour de moi, quand j'étais OK. petit. Quand j'étais aussi, avant de reprendre mes études, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait découvrir, le milieu du travail à pied, la randonnée, du cross et là j'avais déjà une première approche, différente en plus du milieu équestre Ouais. et après, c'est surtout dans l'ostéopathie où j'ai appris à connaître, l'espèce, cheval. OK. Du coup, dans son fonctionnement, j'allais dire physique, mais de par ton Mmh. expérience un peu plus perso, entre guillemets, tu avais ce côté, ouais, avec la rando du cheval, le travail à pied et tout, tu avais aussi ce côté un peu psychique de comment ça fonctionne. Mmh. Ah oui, 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 surtout, l'abord, en tout cas en école d'ostéopathie, reste sur, du physique, même si on a une petite abord en éthologie. Mais, on va dire, vu que je j'ai pas, grandi dans ce milieu équestre, ma vision, elle était pas, je vois, je repense à des collègues où, leur vision était très centrée, avec des croyances hippiques et moi je comprenais pas ces croyances et je me suis Ouais. dit: «Mais non, mais, on est sur un individu, pourquoi il peut réfléchir comme ça autrement?» et c'est juste que mon fonctionnement n'était pas du tout le même que des personnes qui avaient évolué dans ce milieu-là et c'est OK. là où j'étais, un petit peu, éparse et il y avait aussi des collègues dans ma promo et j'en pense à une des personnes, Zoé, qui a fortement, contribué à confirmer, cette façon de voir le cheval et de le prendre comme un individu et de l'aborder d'un point de vue plutôt, étude comportementale et même si elle m'a parlé d'éthologie, c'était la première fois que j'avais entendu le terme éthologie et c'est que très récemment où je me suis réinformé dessus, je me suis dit: «Ah OK, bon, on était sur plus une éthologie qu'on appelle de type travail», même si le terme éthologie le met maintenant Ouais. en grosse parenthèse. Ouais. Mais c'est surtout grâce à cette personne où elle m'a dit: «En fait, non, mais tu as juste» et en tout cas, on pensait avoir juste par rapport au reste du monde Ouais. et c'est Et comme ça donc, que ouais. j'ai connu et développé ma vision autour du cheval. OK. Et du coup, ouais, effectivement, tu avais une approche qui était un peu différente des cavaliers Mmh, de ton école, j'imagine. mmh, Mais ouais, qui est hyper. Enfin, moi, c'est ce que j'adore aussi dans ton approche, c'est que c'est presque. Ouais, c'est le cheval d'abord mmh, et l'équitation ensuite, et pas l'inverse, quoi. tout à fait. Ouais. Ok. Et du coup, quand je t'ai parlé de ce podcast, tu m'as tout de suite dit, moi, je suis hyper intéressée par le fait de communiquer sur la douleur. Mmh mh. Est-ce que tu peux me dire comment t'en es arrivé à étudier ce sujet-là particulièrement? Oh là là, c'est passé par différentes étapes. Ouais, La première étape, c'est pour la fin de mes études, il fallait réaliser un mémoire et donc, dans ce mémoire, je me suis, intéressé sur comment, pourraient se transmettre certaines, informations dans les tissus conjonctifs ou plus communément appelés les fascias. Tout le ouais, monde maintenant connaît les fascias avec les documentaires, par exemple, je repense à Arte, donc je pense qu'on peut dire fascia et du côté, donc en explorant, tout ça, je me suis dit: «Ben, j'ai envie de faire un mémoire avec de la donnée scientifique» parce qu'en école, on entendait beaucoup de choses et je crois, en fait, c'était à ce moment-là, en quatrième année, j'ai regagné un sens critique et où j'ai redéveloppé un sens critique envers ce qu'on m'avait appris et de fil en aiguille, je suis tombé sur, ce qui se passait en recherche, dans le milieu de la thérapie manuelle en humain ouais, et j'ai suivi des cours en neurosciences de la douleur, appliqués à l'humain et après je me suis rapproché de certaines personnes qui étaient, très impliquées sur les neurosciences de la douleur, des modèles qu'on appelle biopsychosociaux, comment, on peut intégrer donc du biologique, on va dire la douleur, le psychologique dans la construction, mentale, d'un individu et la sociologie qui va influencer sur ces 3 parties et hem et c'est comme ça que je suis rentré dedans le milieu de la ok, douleur et après,
en rentrant dans ça par la voie, certes, de la connaissance sur de l'humain, petit à petit, plus j'évoluais et je lisais, plus je me suis rendu compte que, bah, il y a une grosse problématique, c'est que nous, en tant qu'ostéopathe animalier, on nous appelle la plupart du temps, quand l'animal ne va pas bien et on connaît mal les processus en lien avec la douleur, en tout cas dans mon centre de formation et de mon expérience, on a une abord qui reste principalement une toute petite physiologie, mais en fait, comme on va voir, la douleur, c'est un terme qui est très, très complexe et il y a diverses sous-branches qui sont associées. Et c'est là, je me suis dit: «Waouh, mais c'est pas normal, c'est pas normal de se retrouver avec, où on est dans une profession où, on se doit de connaître les mécanismes associés à la douleur, la complexité associée à ça et surtout, en même temps, c'est connaître nos limites, et c'est là où on recherche en tout cas, en humaine ça, ils indiquent pas mal de choses. C'est connaître nos limites, de nos actions avec nos mains. Parce qu'il y en a dans certains types de douleurs, c'est un petit peu plus complexe Ouais. et que nos mains sont pas forcément suffisantes dans tous les cas. Ok. Et du coup, c'est super intéressant. Peut-être qu'on peut commencer parce que en fait, moi, ça me fait penser à un truc fou, c'est que on va parler du coup de la douleur en général, mais plutôt appliquée aux chevaux, surtout dans Mmh un deuxième temps, parce que c'est quand mh. même ça qui nous intéresse. Mmh. Mais la douleur, même chez l'humain, finalement, enfin, elle est prise en compte depuis pas si longtemps. Exact. Peut-être tu peux nous partager sur bah, c'est quoi l'histoire de la douleur en général, tu vois, même en médecine et tout ça, depuis Ouais. quand on considère qu'on a mal, quoi. Alors, peut-être que je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions par rapport à l'historique de la médecine et en lien avec la douleur, mais ce que je peux dire de ce que je sais, c'est en gros, la première image qu'on a eue sur la douleur et en fait, on s'est toujours posé des questions sur la douleur et sur la souffrance, mais depuis l'Antiquité, jusqu'à Descartes, donc dans le milieu Ouais. de la philosophie et c'est là, on pensait ça de façon très simpliste. C'est on imaginait qu'il y a cette fameuse, image, qu'on retrouve où il y a un feu, il y a un bonhomme qui a le pied dans son feu et que en gros la douleur remontait le long d'un tube de la jambe jusqu'à sa moelle épinière et qui arrive au niveau du cerveau et c'est là où ça fait «aïe». Et ça, c'était une vision très simpliste et en fait, on s'est vraiment toujours posé la question de la douleur et si on va un petit peu plus loin? Et on fait rentrer, les religions dedans. Il y a la question entre, comment aussi se sont construites les religions, entre cette notion de bien, de pas bien, donc ça fait mal, ça fait pas mal Ouais. et surtout la différence entre le terme douleur et souffrance. Le terme douleur, on va juste s'associer à la construction de ce qu'on a pu vivre à un instant T. Et c'est, juste du message, donc de la capture de l'information avec des capteurs, on en parlera un petit peu plus tard, mais certains capteurs qui, vont faire varier et qui vont, on va dire, comme dans l'image, qu'on peut retrouver, monter par différents câblages et aller au niveau du cerveau et c'est là quand on arrive au cerveau, on peut se dire: «Oui, il y a douleur». Donc ça veut dire que c'est tout ce processus-là. Et la souffrance, quand on regarde un petit peu plus dans les termes, est plus en lien avec des affects et avec des liens, entre moralité, éthique et on est plutôt dans ce domaine-là. Ok. Ouais, donc la douleur, c'est presque le, ouais, très, de manière très, entre guillemets, terre à terre, le chemin Mmh. nerveux du Mmh. message de la douleur de l'endroit où on a mal jusqu'au cerveau. Et la Mmh. souffrance, c'est un peu ce que notre cerveau en fait, quoi. D'un point de vue On affectif et émotionnel et tout ça, quoi. on va dire c'est pas forcément juste parce qu'il y a le chemin de donc la douleur, c'est quand ça arrive vraiment si on devait faire, des bulles, le terme douleur et souffrance, on mettrait des bulles qui est au niveau plutôt du cerveau Ok. et après si on devait faire d'autres bulles, ces bulles qu'on pourrait appeler nociception, terme barbare, mais en fait, si on le déconstruit, c'est nocic, c'est, en lien avec être nocif, pour le corps et Ouais. ception, c'est la capacité de recevoir. Donc c'est la capacité à
être attentif à ce qui va nous nuire. C'est ça, aussi, c'est Ok. nuire, Ouais. noxus. Et ces bulles-là, on va les mettre sur le reste du corps, même au niveau de la face. Sauf que c'est la capacité de ressentir, c'est sensoriel. Que la douleur, c'est la construction qu'on peut en faire, parce que aussi la douleur, si on revient un petit peu sur ton explication, c'est autant un phénomène avec la nociception, mais c'est autant un phénomène associé à des constructions sociales, donc avec l'éducation, avec un apprentissage dès qu'on est tout petit. Ah tiens, ça fait mal, hop, peut-être que je vais pas le refaire parce que bah, ça m'a fait mal. Il y a peut-être une raison. Donc il y a un Ok. apprentissage. Et après, il y a toutes les conditionnements sociaux qu'on a autour de Du la fait de te faire mal, douleur, quoi. de Ouais. se faire mal. Par exemple, ah bah tiens, il faut que je plie mes jambes pour me baisser. Il faut pas faut que je garde mon dos droit. Ça, c'est des constructions sociales qui sont en train d'être débunkées grâce à diverses études et qu'on se rend compte, en fait, c'est de la construction qui vient favoriser le prolongement de la douleur et c'est là où on devient sur des douleurs persistantes ou qu'on appelle plus communément chroniques. Ouais, Et d'accord. on sait que dans la chronicité, par exemple, ben, il y a beaucoup de facteurs psychosociaux, donc construction d'un individu dans son environnement, on va dire proche, et il y a aussi la construction de l'individu avec ses connaissances sur la douleur et de dire qu'une vertèbre est déplacée: «Ah tiens, mon disque il est tassé», Ah ouais, du et coup, j'ai encore plus mal de savoir que mon disque est pincé, quoi. Enfin, presque. exact. Et en tout cas, oui, ça il y a des chances que ça sensibilise un petit peu plus le système nerveux de ces personnes-là qui est déjà c'est comme si, les gens qui sont dans une persistance, le bouton de leur, nociception, il est beaucoup plus élevé que la Mmh. plupart des personnes. Il suffit de mettre un petit pic et tout prend une disproportion, Ouais. de façon, un petit peu trop importante. Ouais, ok. D'accord. Donc la douleur, il y a déjà un aspect psychologique dans le terme de douleur, Exact. mais la souffrance, du coup, c'est presque un peu plus philosophique, quoi. C'est exactement ça, on est plutôt sur la philosophie Ok. et donc pour revenir sur le côté, donc construction de la douleur, Ouais. il y a eu une évolution, comme on peut le voir, entre l'humain et l'animal Ouais. et au début, ben, on voyait vraiment on se disait que les animaux, déjà, ils étaient pas sensibles et qu'ils avaient aucun chemin de douleur. Ouais. Et c'est surtout que, ben, c'est grâce aux avancées scientifiques, les avancées technologiques qui ont Ouais. permis d'analyser, ça de façon, différente. Et c'est, on va dire, assez récemment qu'on se pose des questions sur les animaux. C'est qu'à partir de 18e siècle que, où il y a beaucoup une ampleur sociale, les idéologies, la politique et surtout la multiplication des associations de protection animale Ouais. on voit un essor sur ces enjeux-là. Carrément, ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on considère être de la douleur? Enfin, est-ce qu'il y a une définition de la douleur chez l'animal? Parce que c'est quand même assez abstrait. Mmh, Jusque-là, c'était quand même assez abstrait comme sujet. oui. Aujourd'hui, quand on parle de douleur, on parle de quoi chez les animaux? Alors, il y a diverses définitions qui sont mis en place. Après, ben, analyse à travers des critères, en imagerie cérébrale, sur de la génétique, en comparaison, de certaines, évolutions, de certaines espèces Ouais. qui sont passées entre 1975 jusqu'à maintenant parce que ça continue à avancer Ouais, donc pardon, et c'est assez récent en fait. Enfin, ouais, c'est très, 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 très très récent en récent fait. quand même. Ok. Si on prend l'histoire des humains, c'est très récent, ces Ouais. questions-là. Et donc en termes de douleur et de définition, elles ont évolué au fil du temps. J'en ai plusieurs sous les yeux. Ouais. Je vais prendre la première. Et là, ça touche principalement quand même plus la question des animaux. Ça date de 1965 et ça a été écrit par Sternbach. J'ouvre la parenthèse. La douleur est une sensation personnelle et intime de mal, un stimulus nociceptif qui signale une lésion tissulaire actuelle ou éminente dans un schéma de réaction destiné à préserver l'organisme du mal.
Donc, si on fait un petit peu un commentaire de ça, on sait que déjà, la douleur, c'est une sensation qui est personnelle et individuelle, qui va nous indiquer que on va avoir, comme on revient sur le terme de noxus, donc on va avoir mal, c'est nocif, et là on voit qu'il y a une lésion actuelle ou imminente qui va arriver. Ouais. Ça date on rappelle, 1965. Ok, en gros, c'est je vais grossir le trait et caricaturer un peu pour être sûr de bien comprendre. Bien En sûr. gros, ce qu'on dit là, c'est genre, je pose ma main sur une plaque chauffante chaude. Mhm. Ben, une fois que ma main est posée, j'ai mal, Oui, mais je peux aussi ressentir la douleur une fois que je l'ai posée une fois, la deuxième fois quand ma main s'approche de la plaque, quoi. oui, où tu Parce que je sais que ça va pressens. faire mal. Voilà, c'est ça. Tu peux avoir un phénomène de douleur sans tout de suite avoir mis la main dessus. Parce que Ok, tu as eu un apprentissage juste avant. ok, On avance un petit peu dans le temps où on retrouve Moloney et Kent, où là c'est en 1997, et eux nous indiquent que la douleur toujours est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à la perception par l'animal d'un dommage tissulaire ou de l'existence du risque d'un tel dommage. Donc là, on revient sur ça même, on ouvre un petit peu plus sur la présence de douleur sans forcément avoir un contexte de menace physique. ouais. Ça ouvre un peu plus la définition. Là, on commence à ouvrir sur ce qu'on pourrait appeler l'appréhension Mmh. d'une douleur, quoi. Oui, 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 on en parle un petit peu Ok, plus loin sur, il y a une classification qui a été mise en place sur la douleur pour la ok, définir, et on pourra, y aller, juste après si tu souhaites. ok. Et je finis donc la citation. Cette expérience modifie la physiologie et le comportement de l'animal, de façon à favoriser la guérison et à réduire la probabilité de renouvellement du dommage. Ok. Là, il rajoute quelque chose de super important, c'est ça vient modifier la physiologie. Donc localement, on sait qu'il va y avoir des phénomènes de protection inflammatoires, ça va devenir rouge, une sensibilité qui va être accrue pour éviter de retoucher la zone, et s'il y a atteinte des tissus, de réinflammer plus et reblesser la zone de façon plus exacerbée. Et Ok. on voit qu'il y a des comportements qui sont spécifiques, qui viennent être mis en avant. Ok. Et là, c'est la dernière définition qui est, on va dire, la plus récente que j'ai pu trouver. On est sur 2010, écrit par Lebar, et c'est celle qui est la plus complète pour l'instant. Donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle aversive, pardon, déclenchée par une atteinte réelle ou potentielle qui provoque des réactions motrices et végétatives protectrices, conduit à l'apprentissage d'un comportement d'évitement et peut modifier le comportement spécifique de l'espèce, y compris le comportement social. Ok. Et c'est celle qui est le plus précis en termes de fonctionnement. Et surtout, on voit que toujours, expérience individuelle, sensorielle, donc la nociception, émotionnelle, donc tout ce qui est cognitive, Mhm. avec des atteintes réelles ou potentielles. Donc là, c'est à tout moment, selon l'environnement, le contexte, etc., on peut se dire, ah tiens, bah, j'ai mal, et entraîne des réactions motrices, donc ça motrice de façon réflexe de la part des muscles, ou Ouais. végétative. Végétative correspond au système nerveux qui fonctionne en bruit sourd sans que nous on contrôle, et ça va mettre en place des phénomènes qu'on ne contrôle pas. Comme, Donc, pardon, du coup, ce serait comme la salivation ou ouais, truc. salivation, ou si on remet ça sur un humain, c'est que on sait qu'on va faire une activité physique, mais que la dernière fois, lors de cette activité physique, ou à plusieurs reprises lors d'une activité physique, ah, j'ai eu mal à cet endroit-là. Et ben, il suffit d'être sur le chemin pour aller faire cette activité physique, on va redéclencher la douleur. Ah Mais cette ouais. douleur, elle sera pas forcément d'origine vraiment mécanique, elle Ouais. sera d'origine un petit peu plus complexe, qu'on appelle, je peux introduire le terme, ce qu'on appelle nociplastique. Ok. Donc, ce serait plus, ouais, moi, j'allais dire basiquement un peu plus presque émotionnel, quoi. C'est à peu près ça. Ouais. On peut partir, si tu veux,
sur la classification des douleurs pour être un petit peu plus précise. Ok. Donc après, ces définitions, on voit que donc la douleur, c'est quelque chose qui est vraiment réel et vécu par un être vivant. Donc les animaux, quand il y a une réaction comportementale et ou réaction physiologique, si c'est local ou on va dire central, Ouais. ça sous-entend qu'il y a différentes catégories. La première catégorie, on a dans ce qu'on appelle les douleurs de type un peu plus mécanique, et le terme barbare, c'est nociceptif. Nociceptif parce qu'on a juste sur le premier chemin qui est, OK, j'ai ressenti un phénomène, ça fait mal, il y a douleur, association douleur, donc il y a des choses qui se passent dans ma tête, mais ça va pas plus loin que ça. Ouais. Quand on passe sur la deuxième catégorie, où on est sur les catégories de douleurs nociplastiques, les douleurs nociplastiques, on les retrouve fortement dans les phénomènes de persistance ou de chronicité. Et c'est là où le contexte psychosocial a une forte importance, parce que toute construction qui s'est faite autour d'un événement où il y a eu douleur, ou construction qui s'est faite autour d'un apprentissage au niveau de la douleur, que ça soit en étant jeune ou de façon assez récente, va jouer dans la balance donc, du système nerveux et va augmenter le volume. Ça veut dire que juste le fait de penser, réagir et réagir face à ce stimulus externe va déclencher des voies de la douleur. Mm. Et c'est là où on appelle plus des douleurs à composants psychiques. Donc, comme tu disais tout à l'heure, plutôt à des composantes émotionnelles. Ok. Et la plupart du temps, ces douleurs, en fait, elles sont incohérentes. On ne sait pas pourquoi. Elles peuvent se déclencher à tout moment. Et quand on essaye de prendre sur une chronologie, je vais prendre sur 10 jours. À jour 1, on va dire, c'est un antérieur qui fait mal. À jour 3, ah tiens, c'est un postérieur. À jour 4, ah tiens, mais j'arrive plus à toucher mon cheval au niveau de l'encolure. En fait, c'est tellement incohérent qu'on n'arrive pas à les classifier. Et on arrive à les classifier, mais à les donner une chronologie et à dire qui est primaire dans tout ça, Ouais. c'est très complexe et il faut faire on va dire un certain chemin de réflexion pour dire OK, là c'est plutôt cette composante-là, mais dans ce contexte-là, et il faut tout dégrossir. Et en tout cas, quand on se retrouve à avoir ce genre de phénomène avec un cheval, on sait que il faut poser des questions. Il faut aller plus loin que simplement le corps physique. Il faut poser comment ça se passe dans son environnement, comment ça se passe d'un point de vue de son alimentation, comment ça se passe sous la selle, avec le mort. Il faut Ouais. investiguer de façon très, 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 très globale pour définir et essayer de voir les comportements où il y a une réticence. Et ça nous indique en tout cas des indices. Et Super. voilà. Et après, donc la troisième catégorie, on est sur les douleurs de type neuropathique. Donc là, on a une atteinte nerveuse, une perte de fibres et une lésion des fibres nerveuses. Donc, par exemple, alors ça n'existe pas trop chez le cheval, mais hernie discale ou sciatalgie, Ouais. avec une atteinte nerveuse ou une blessure des fibres. Ça fait partie du neuropathique. Ou là, je pense à celui-là, c'est la pathologie de Sweeney. En fait, c'est la compression du nerf au niveau de l'omoplate. Et ça entraîne donc une démusculation au niveau d'un certain un muscle, et ça entraîne un certain type de mouvement. Et Ok. ça fait partie des neuropathies. Donc il y a une atteinte nerveuse. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, pour tout ce qui est des classifications autour de la douleur. Ok. Et du coup, d'un point de vue légal, comment ça se passe est-ce qu'on a une définition dans la loi de la douleur ou une obligation face à la douleur des animaux? Enfin, comment est-ce que légalement il y a des obligations? Oui, c'est une question très intéressante et je me la suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi surtout que, bon, vu que l'humain s'est posé beaucoup de questions sur les animaux, est-ce qu'ils peuvent ressentir la douleur, comment ils la ressentent, comment on a l'analyse, et en gros, on retrouve des lois. Là, j'en ai trois, où la première correspond à, donc, les animaux dotés d'un système nerveux supérieur sont des êtres sensibles. Ils ne doivent jamais être soumis à des mauvais traitements, à des sévices graves ou à des actes de cruauté.
ils doivent être placés dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce. Donc là, il y a une obligation quand même d'un humain envers les animaux, de reconnaître qu'ils ont un système nerveux supérieur, donc complexe, et qui sont sensibles et qu'il faut respecter, en gros, leurs besoins de base. La deuxième loi que j'ai, c'est toute utilisation des animaux doit s'accompagner de mesures de prévention de souffrances qui pourraient leur être infligées, quelle que soit la finalité de leur utilisation. Donc encore, on doit s'engager, nous, en tant qu'humains, selon la loi, à faire attention et à prendre des précautions pour éviter, de leur faire mal et surtout, peu importe l'utilisation qui est dans laquelle ils sont. Si que ça soit pour les animaux de rente ou des animaux de type loisir ou professionnel. Ouais. Et la dernière que je trouve, merveilleuse, le maître d'un animal a le droit de l'utiliser et d'en disposer, mais à la charge de respecter sa qualité d'être sensible, de le placer dans des conditions compatibles avec des impératifs biologiques de son espèce et d'assurer son bien-être. Je trouve que c'est celle qui est la plus, complète et qui nous montre réellement qu'on a cette obligation Ouais, en tant que de propriétaire. Ouais. propriétaire, de faire attention à ça. Mais du coup, ça pose aussi enfin là, ce que j'entends, c'est qu'on parle aussi des conditions de vie, quoi, et de Exact. l'animal, et du coup, ça suppose qu'on ait des connaissances précises sur ce dont a besoin mon animal pour se sentir bien, quoi. Mmh. Mmh mh. C'est ici que s'arrête ce premier épisode avec Rémi sur le sujet de la douleur. Dans ce premier épisode de cette interview qui a été coupée en deux, Rémi revient sur les définitions de la douleur. Qu'est-ce que la douleur ? Qu'est-ce qu'on considère être de la douleur ? Si ça t'a intéressé, je te conseille vivement de poursuivre avec l'épisode suivant dans lequel on parle de manière un peu plus pratico-pratique de comment je repère les signaux de douleur chez mon cheval. C'est un deuxième épisode qui est au moins aussi passionnant que ce premier et tu auras ainsi écouté la totalité de l'interview avec Rémi Libre, ostéopathe animalier. On se retrouve dans le prochain épisode. À plus!